Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Dramatiste sur la chaîne En Hypogée. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un événement qui a marqué la France tout entière, les funérailles de Victor Hugo. Sa disparition, survenue le 22 mai 1885, a non seulement bouleversé la France, mais aussi le monde entier. Ce fut un tournant dans l'histoire de la France républicaine, marquant un événement unique dans la mémoire collective du pays. Dans ses obsèques, on rend hommage à un poète promu au statut de héros national. La plume est désormais l'égale de l'épée. L'écrivain, dans son testament, avait formulé des souhaits très clairs concernant ses obsèques. Il avait exprimé son désir de simplicité, loin des honneurs d'État. Je donne 50 000 francs aux pauvres. Je désire être porté au cimetière dans leur corbillard. Je refuse l'oraison de toutes les églises. Je demande une prière à toutes les âmes. Je crois en Dieu. Ces mots, écrits le 2 août 1883 dans un codicille ajouté à son testament, témoignent de la volonté de l'auteur d'avoir des funérailles simples, marquées par une absence totale de cérémonies religieuses. Cependant, le déroulement de ses obsèques allait être tout autre. Pourtant, le lundi 1er juin 1885, 10 jours après sa mort le 22 mai 1885, près de 2 millions de personnes se pressent pour rendre hommage à l'immense poète et à l'homme engagé, s'apprêtant à se faire enterrer au Panthéon, redevenu une église sous le Second Empire. Tout a commencé le 24 mai 1885, lorsque la Chambre des députés vota avec une écrasante majorité de 415 voix sur 418 l'organisation d'obsèques nationales en l'honneur de Victor Hugo, en dépit des dernières volontés de l'auteur. L'inhumation était prévue au cimetière du Père-Lachaise, où la famille Hugo avait acheté un caveau, mais Anatole de Laforge, journaliste et homme politique républicain, proposa de l'inhumer au Panthéon. Une grosse polémique s'ensuivit. Finalement, le gouvernement sous la présidence de Jules Grévy approuva cette idée et le 27 mai 1885 fut publié un décret dans le journal officiel pour marquer la déconsécration du Panthéon. Ce geste historique acta honorablement la rupture de l'écrivain avec le Second Empire, provoqua l'avènement de la laïcité en France et traça les premiers sillons pour la loi de la séparation de l'Église et de l'État qui ne sera votée qu'en 1905. La cérémonie commença le lundi 1er juin 1885 et continua sur 3 jours de deuil national, durant lesquels les drapeaux furent mis en berne dans toutes les institutions d'État. La veille, le cercueil fut exposé une nuit sous l'arc de triomphe de l'Étoile, voilé de noir pour l'occasion. Les écoles et les théâtres subventionnés par l'État furent aussi fermés pour cet événement, mais le lundi 1er juin 1885 ne fut pas décrété férié pour autant. Cela n'a pas empêché les 2 millions de personnes présentes d'assister aux funérailles, donnant ainsi naissance à l'un des plus importants rassemblements populaires de l'histoire de France. À 10h30, 21 salves de canon retentirent depuis l'hôtel des Invalides. C'est le début de la cérémonie. Les représentants de l'État et des collectivités publiques prirent la parole à l'Arc de Triomphe pour rendre hommage à Victor Hugo, dont Émile Augier. Bien qu'ils aient eu des styles différents, il était un admirateur de Hugo. Augier avait écrit de nombreux articles et lettres qui témoignent de son respect pour l'écrivain, en particulier en ce qui concerne son engagement politique et sa défense des idéaux républicains. Hugo voyait également en Augier un auteur talentueux. Les deux hommes se portaient un respect ainsi qu'une admiration mutuelle. Ce fut donc dans cette atmosphère pleine d'émotions que dans la foule, Émile Augier se leva afin de rendre hommage à Victor Hugo. Messieurs,
Le grand poète que la France vient de perdre voulait bien m'accorder une place dans son amitié. C'est à quoi j'ai de l'honneur d'être choisi par l'Académie française pour apporter ici l'expression d'une douleur partagée par l'Institut tout entier. Mais qu'est-ce que notre deuil de famille au milieu du deuil national qui fait cortège à notre illustre confrère? Toute la France est là, cette France dont Victor Hugo restait, après nos désastres, le plus légitime orgueil et la plus fière consolation, car il a dit lui-même « Rien de ces noirs débris ne sort, que toi, pensée, poésie mortelle à tous les vents bercés. » Et la sienne était mortelle en effet. Faut-il vous parler de l'éclat incomparable de son œuvre, de cette imagination merveilleuse, de cette magnificence de style, de cette hauteur de pensée qui font de lui un maître sans pareil? Ses droits à l'admiration du siècle sont proclamés plus éloquemment que je ne saurais le faire par cette cérémonie sans précédent, par cette affluence de population venue des 4 points cardinaux à ce pèlerinage du génie. Grand et salutaire spectacle, monsieur, il est juste. Il est beau qu'une patrie ronde en honneur à ses fils ce qu'elle reçoit d'eux en illustration. Au souverain poète, la France rend aujourd'hui les honneurs souverains. Elle dresse son catafalque sous cet arc de triomphe qu'il a chanté et sous lequel jusqu'ici il n'avait encore fait passer qu'un triomphateur. C'est lui qu'elle a entre tout surnommé le Grand. Il n'est pas prodige de ce beau surnom. Ils l'ont fait presque l'apanage exclusif des conquérants. Il n'y avait qu'un poète couronné par elle de cette auréole. Il y en aura 2 désormais. Et comme on dit le grand Corneille, on dira le grand Hugo. Il y a dans la plus haute renommée une partie caduque dont elle se dégage par la mort. Elle semble alors qu'il s'élance avec l'âme du mourant, secouant aussi une sorte de dépouille mortelle pour planer radieuse au-dessus de la dispute humaine. La renommée de ce jour-là s'appelle la gloire. Et la postérité commence. Elle a commencé pour Victor Hugo. Ce n'est pas à des funérailles que nous assistons, c'est à un sacre. Et on est tenté d'appliquer au poète ces beaux vers qu'il a dressés à son glorieux prédécesseur sous l'arche triomphale. Maître, en ce moment-là, vous aurez pour royaume tous les fronts, tous les cœurs qui battront sous le ciel. Les nations feront asseoir votre fantôme au trône universel. Les nuages auront passé dans votre gloire, rien ne troublera plus son rayonnement pur. Elle se posera sur toute notre histoire comme un dôme d'azur. Le discours d'Émile Augier nous rappelle non seulement l'immensité de l'œuvre de Victor Hugo, mais aussi l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Plus qu'un écrivain, Hugo était un homme engagé, une lumière pour la France et pour l'humanité tout entière. À 12h40, le cortège et le corbillard des pauvres se mettent enfin en mouvement. En tête devant le cercueil se trouve la famille du défunt, accompagnée de 12 jeunes poètes choisis personnellement par la famille Hugo, mais aussi une délégation de Besançon, la ville natale du poète, la presse et 4 sociétés artistiques. On aperçoit des drapeaux sombres, des étendards syndicaux et des affiches portant l'inscription « Il a défendu les pauvres ». Des portraits du poète sont exhibés par les enfants et des ouvriers dans leur tenue de travail avancent sans un bruit. La procession descend l'avenue des Champs-Élysées, passe la place de la Concorde, emprunte le boulevard Saint-Michel pour enfin rejoindre la rue Soufflot, débouchant sur le Panthéon à 18h20. L'inhumation de Hugo au Panthéon symbolisait bien plus qu'un simple acte de reconnaissance d'un écrivain. Elle marquait la victoire de la République sur l'Empire et la monarchie et l'avènement d'une nouvelle ère de laïcité. En tout, 1168 délégations de sociétés et cercles divers se sont inscrits pour participer au défilé. C'est un défilé grandiose, regardez. Là-bas, l'armée à pied et à cheval encadre un cortège avec cette suite de chars traînés par des chevaux. Les chevaux sont habillés avec de housses noires et blanches. Et puis derrière, il y a des montagnes de couronnes de fleurs. Jamais je n'en ai vu autant. C'est un moment triste pourtant auquel nous prenons part aujourd'hui.
Oui, madame, vous avez raison. Je me trouve d'ailleurs chanceuse de pouvoir assister à un tel défilé. Je suis venue voir le cortège du boulevard Saint-Germain. Nous sommes arrivés à 8h du matin pour avoir une bonne place, et je ne regrette pas. Pour ma part, j'ai vu passer le cercueil des pauvres que le poète voulait tant, et derrière, j'ai vu Georges Hugo, son petit-fils. Mais quel défilé! Je suis ivre de tant de bruit, de foule, de couronnes portées, de musique, de costumes et de manifestations. Les drapeaux et les bannières flottent au vent. Je me demande si le caractère de ces obsèques n'est pas trop bruyant, trop profane. Il y a un lourd parfum de foire qui se dégage de ces masses. De nouveaux discours sont prononcés au Panthéon, cette fois par des représentants d'organisations artistiques et étrangères. 19 orateurs prennent la parole au total pour rendre hommage à l'auteur, mais aussi à l'homme qui s'était engagé dans tous les combats de son siècle, comme le suffrage universel ou encore l'école publique et laïque. Victor Hugo fit également part, tout au long de sa vie, de sa volonté d'abolition de la peine de mort. La publication en 1829 de son roman Le dernier jour d'un condamné fut le premier acte de cette lutte constante. Il le démontra encore le 15 septembre 1848 à l'Assemblée nationale, en faisant un discours aussi retentissant que mémorable en faveur de son abolition. Vous ne l'abolirez peut-être pas aujourd'hui, mais n'en doutez pas. Vous l'abolirez ou vos successeurs l'aboliront demain. Vous écrivez en tête du préambule de votre Constitution, en présence de Dieu. Et vous commenceriez par lui dérober à ce Dieu, ce droit qui n'appartient qu'à lui, le droit de vie et de mort. Messieurs, il y a 3 choses qui sont à Dieu et qui n'appartiennent pas à l'homme. L'irrévocable, l'irréparable, l'indissoluble. Malheur à l'homme s'il les introduit dans ses lois. Tôt ou tard, elles font plier la société sous leur poids. Elles dérangent l'équilibre nécessaire des lois et des mœurs. Elles ôtent à la justice humaine ses proportions. Et alors il arrive ceci. Réfléchissez-y, messieurs. Que la loi épouvante la conscience. Messieurs, je suis monté à cette tribune pour vous dire un seul mot. Un mot décisif selon moi. Ce mot, le voici. Après février, le peuple eut une grande pensée. Le lendemain du jour où il avait brûlé le trône, il voulut brûler l'échafaud. Ceux qui agissaient sur son esprit alors ne furent pas, je le regrette profondément, à la hauteur de son grand cœur. On l'empêcha d'exécuter cette idée sublime. Eh bien, dans le premier article de la Constitution que vous votez, vous venez de consacrer la première pensée du peuple. Vous avez renversé le trône. Maintenant consacrez l'autre, renversez l'échafaud. Je vote l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort. Ces valeurs ne sont pas partagées par tout le monde. Pour commencer, le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, effectua un coup d'État pour devenir empereur, renversant ainsi la Deuxième République française. Victor Hugo, fervent républicain et opposant au régime impérial, dénonça activement ce coup d'État et s'opposa au gouvernement de Napoléon III. Il fit donc le choix avec sa famille de s'installer sur l'île anglo-normande de Guernesey le 31 octobre 1855. Ils séjournèrent pendant plus de 15 ans au 38 rue de Hauteville, dans la maison que l'auteur se plaisait à appeler Hauteville House. L'exil dura jusqu'en 1870, année où Hugo put revenir en France après la chute du Second Empire avec la proclamation de la Troisième République. Il emménagea quelques années plus tard dans l'avenue Eylau, qui fut renommée de son vivant l'avenue Victor Hugo. Les gens écrivaient donc à Victor Hugo en son avenue. Victor Hugo a marqué l'histoire de son vivant, mais aussi par sa mort. Les funérailles de 1885, dans toute leur magnificence populaire, furent la consécration d'un homme qui avait transformé la société et la littérature française, un homme dont l'influence continue d'être ressentie jusqu'à aujourd'hui.
Ses funérailles restent l'un des rassemblements populaires les plus importants de l'histoire de France. Il s'est battu toute sa vie en faveur des pauvres, mais ses funérailles furent instrumentalisées par le gouvernement qui organisa des obsèques nationales un jour de travail pour les ouvriers et fit passer le cortège uniquement dans les quartiers les plus riches. 140 ans se sont écoulés, mais le souvenir de ces funérailles hors du commun perdure. Elles ont marqué les esprits, les consciences et les livres d'histoire. Victor Hugo demeure toujours au Panthéon, aux côtés de Voltaire, Rousseau, Zola et Jaurès. Son œuvre, elle, perdure et continue d'exister. Elle nous appelle, nous interpelle et nous questionne, parce que les luttes d'Hugo en son siècle perdurent encore aujourd'hui. Honorons non seulement le poète, mais également l'idéal qu'il défendait et souvenons-nous de cette voix grandiose qui proclamait « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté notre podcast. C'était Meredith dans le rôle d'une passante, Eron dans le rôle de Émile Augier, Nicolas dans le rôle de Victor Hugo, Salma à la voix off et Louison à la voix off également. Nous saluons aussi la participation de Esther qui a accepté de prêter sa voix à un des personnages. Nous vous invitons à jeter un coup d'œil aux autres épisodes de Dramatistes.